bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un concept assez neuf, le vibe coding. Ça buzz pas mal dans le monde du dev avec l'IA. On va s'appuyer sur un article qui analyse comment ça se passe en entreprise et aussi sur des infos concernant l'automatisation via des agents IA, un peu comme ce que font les plateformes type WorkflowGen. L'idée, c'est de comprendre ce que c'est vraiment ce vibe coding, ses avantages bien sûr, mais aussi ses pièges, surtout dans un contexte pro. Alors, on décortique ça. Pour commencer, c'est quoi exactement le vibe coding? Alors, c'est une expression qui a été popularisée par Andrej Karpathy, une figure connue de l'IA. En gros, l'idée, c'est de piloter une IA avec du langage naturel. On se concentre sur l'intention générale, le feeling, la vibe, quoi, plutôt que sur les détails techniques hyper précis. On décrit ce qu'on veut, et l'IA, elle génère le code. Ah oui, on voit tout de suite le truc. La vitesse, l'intuition, on peut tester des choses super vite. C'est idéal pour un proto, non? Presque trop beau pour être vrai, peut-être. Oui, la vitesse, c'est clairement l'avantage numéro un. Mais bon, en entreprise, c'est plus nuancé. On voit que pas mal d'entreprises, genre 45%, utilisent des assistants IA. Hmm. Et 22% les ont même intégrés dans leur process. Mais attention, la confiance reste limitée. Seulement 7% leur confieraient du code pour des systèmes vraiment critiques. Pourtant, l'intérêt est là, hein. Deloitte mentionne que 70% des boîtes du Fortune 500 sont en train d'explorer ces outils. C'est énorme. D'accord. Exploration massive, mais prudence pour le critique. Alors concrètement, ça brille où cette approche dans le monde pro? Surtout pour le prototypage ultra rapide. Faire des démos, des petits outils internes, des preuves de concept, en quelques heures parfois. Ça, c'est assez bluffant. Et puis, ça démocratise un peu le truc. Des analystes métiers, des équipes UX, ils peuvent commencer à esquisser des solutions fonctionnelles, sans être des experts en code pur et dur. C'est aussi pas mal pour des tâches un peu répétitives, genre manipuler des données, créer des interfaces basiques. Et ça libère du temps aux développeurs seniors pour des problèmes plus complexes. Mhm. Et bien sûr, pour la R&D, pour tester des idées à moindre coût, c'est intéressant. Cette rapidité, c'est clair, c'est tentant. Mais voilà, les sources alertent aussi sur des problèmes cachés derrière cette facilité. Quels sont ces risques au juste? Le premier gros risque, c'est ce qu'on appelle la dette technique. On se retrouve avec du code qui est souvent une boîte noire. Difficile à comprendre, à maintenir, à faire évoluer. En gros, tu gagnes du temps au début, mais tu risques de le payer cher plus tard en maintenance, en complexité. C'est un peu un coût caché. D'accord. La boîte noire, exactement. Ensuite, gros point noir, la sécurité et la conformité. L'IA, elle peut générer du code avec des failles de sécurité ou qui ne respectent pas du tout les normes importantes comme SOC 2, IPA ou l'RGPD. Ah oui, ça c'est critique. Et souvent sans documentation claire, sans piste d'audit fiable. C'est un vrai problème pour la conformité. Après, il y a la question de la scalabilité, de l'architecture globale. Le code généré comme ça, il s'en fiche un peu des standards de l'entreprise, des bonnes pratiques. Il fait son truc dans son coin, quoi. Voilà. Du coup, l'intégrer proprement dans des systèmes plus larges, le faire monter en charge, ça peut devenir un casse-tête. Et enfin, la gouvernance. Il y a un risque de shadow IT, tu sais, ces outils développés à l'arrache sans que l'IT soit au courant. Ça rend la logique métier super difficile à suivre et à contrôler globalement. Ok, je vois bien le tableau. Donc, super utile comme brouillon rapide, comme première esquisse, mais euh, potentiellement bancal si on veut construire dessus quelque chose de solide ou de critique. C'est une bonne manière de le résumer, oui. Les usages les plus pertinents et les plus sûrs restent ceux qui n'ont pas vocation à durer ou à s'intégrer trop profondément. Des démos pour des investisseurs, des pitchs en interne, des petits outils d'analyse de données qu'on jette après usage, des tests d'interface utilisateur, des petits bots pour une tâche très précise. Des choses à durée de vie limitée, en somme. Voilà. Ou à faible impact sur le reste du système. Alors comment on fait pour utiliser ça intelligemment, en entreprise, sans tomber dans tous ces pièges? Quelles seraient les recommandations? La clé, c'est l'encadrement. D'abord, il faut absolument utiliser des environnements isolés, des sandbox, pour toutes ces expérimentations, pour pas tout casser. Logique. Ensuite, mettre en place des étapes de validation très claires avant d'utiliser ce code pour de vrai. Ça veut dire revue humaine systématique du code généré par l'IA. C'est indispensable. Il faut aussi des tests poussés. Et surtout, du refactoring, c'est-à-dire souvent réécrire une partie du code pour qu'il soit clair, sûr et maintenable à long terme. Donc, on ne prend pas le code IA tel quel. Ah non, surtout pas pour des systèmes importants. Et enfin, il faut une gouvernance limpide. Définir clairement où
et quand on a le droit d'utiliser cette approche, peut-être avec des comités de revue spécifiques pour l'IA, et assurer une traçabilité complète de ce qui est fait. Ce qui est fascinant ici, en fait, c'est de voir émerger des approches un peu hybrides. On parle par exemple de signal coding. L'idée, c'est euh, planifier de manière structurée au début, utiliser ensuite le vibe coding pour des modules bien précis, bien délimités, puis intégrer et refactoriser en continu. Ça rejoint un peu la philosophie de certaines plateformes d'automatisation plus structurées, celles qui savent orchestrer à la fois des agents IA et des interventions humaines, le tout dans des processus métiers qui sont contrôlés, traçables et sécurisés. D'accord. Donc pour résumer, le vibe coding, c'est un super accélérateur pour l'expérimentation, pour générer des idées vite fait, mais il a absolument besoin d'un cadre, de garde-fous, d'une structure pour être vraiment utile et viable en entreprise. Ce n'est pas la fin de l'ingénierie logicielle traditionnelle, loin de là, c'est un outil de plus dans la boîte, puissant, oui, mais à manipuler avec précaution. C'est tout à fait ça. L'intégration doit être pensée, réfléchie. Ce sont les systèmes qui vont encadrer l'IA, qui vont assurer cette collaboration homme-machine de façon gouvernée et transparente, qui permettront vraiment de transformer le potentiel de ces prototypes rapides en avantages opérationnels concrets, fiables et surtout durables pour l'entreprise. Ce qui nous amène à une question de fond finalement. Comment les organisations vont-elles trouver le juste équilibre entre cette agilité séduisante du vibe coding, cette vitesse, et l'impératif de construire des systèmes qui soient robustes, sécurisés, pérennes pour leurs activités critiques? Quel sera le véritable coût de cette vitesse si, en chemin, on néglige la rigueur et la structure? Ça laisse matière à réflexion.